Alors, nous allons effectivement aborder les droits fondamentaux comme frontières de la médecine améliorative et particulièrement le principe d'égalité. Toute technique depuis l'aube de l'humanité peut être vue comme augmentant ou améliorant des capacités humaines. C'est la continuité de la technique à travers l'évolution et l'histoire humaine que les bioconservateurs cherchent à briser en utilisant des oppositions telles que naturelles, artificielles, normal, anormal, thérapeutique, amélioratif, externe, interne. Cette citation de Gilbert Ottois nous paraît tout à fait synthétique en fait de l'ensemble des problématiques que nous avons pu aborder hier et ce matin. Et nous allons essayer de l'éclairer sous l'angle des droits fondamentaux. Alors l'amélioration est continue, l'amélioration de nos conditions de vie, elle est d'ailleurs promue par certains courants transhumanistes tels que le technoprogressisme, un courant transhumaniste français, l'utilisation de l'amélioration des technologies. Nous en avons vu ensemble de très nombreux exemples. Finalement, beaucoup d'entre elles ne sont que la continuité de ce que l'on utilise depuis l'Antiquité pour réparer le corps, hein, comme peuvent le prouver certains restes de prothèses que l'on a pu trouver traces de cette technique chez les Égyptiens. La question qui se pose à nous maintenant est plutôt de savoir si cette amélioration est maîtrisée. Après les transfusions sanguines, les greffes, les vaccins, c'est à présent l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic implantatoire, les thérapies géniques qui peuvent nous questionner puisqu'elles vont au-delà de l'amélioration, nous entraîner sur les domaines de la construction, de la création de l'homme. Alors elles sont bien sûr encadrées par les droits nationaux, internationaux, avec des limites qui ont une vocation universelle et qui rejoignent finalement un grand nombre des textes qui ont été commentés ce matin. L'amélioration dont il est question pose la question de son accessibilité à toutes. Et finalement, une des limites que l'on peut choisir tient surtout à des choix de société, un choix de société pour l'avenir, le choix d'une société inclusive, fondée sur le principe d'égalité, à travers l'égalité d'accès aux soins, l'égalité des chances. Et donc, c'est ce principe tel qu'il est consacré par les droits fondamentaux nationaux comme internationaux. Nous avons eu ce matin l'éclairage de la Constitution chinoise par Madame Wei Wang. Dans le cadre des textes internationaux, Bénédicte Bévière-Boyer questionnait dans les échanges le socle commun qui pouvait être évoqué. Alors nous nous contenterons du droit français à travers deux axes: les forces et faiblesses du principe d'égalité dans le cadre de la médecine améliorative. Puis ensuite, nous vous proposerons de réfléchir à l'utilisation de la compensation du handicap appliquée au transhumanisme. Alors, le principe d'égalité, il s'inscrit dans le cadre des droits fondamentaux. Et ce cadre, il vise à poser des frontières au développement et à l'utilisation des sciences et techniques en santé et donc à la médecine améliorative. C'est une question à la fois de droit et d'éthique, on l'a mentionné, et notamment en droit français, ces questions ont été traitées par les lois de bioéthique à l'origine dès 1994. L'enjeu principal ici va être de permettre de nouvelles perspectives thérapeutiques tout en protégeant les droits fondamentaux. Alors, ce cadre juridique des droits fondamentaux, il est constitué à la fois de principes généraux et de valeurs, dont le principe d'égalité, mais aussi de principes plus spécifiques, comme par exemple la non-patrimonialité des éléments du corps humain, ou encore le consentement de la personne à toute intervention sur son corps. Ce cadre juridique, même s'il pose des limites, eh bien, des frontières, eh bien, on s'aperçoit que ces frontières sont repoussées pour accroître l'égalité des chances des individus dans le domaine de la santé. Alors, comment ces frontières sont-elles repoussées? Elles sont repoussées par la limitation des principes spécifiques que je viens de mentionner. Elles sont également repoussées parce qu'on peut constater qu'il y a un mouvement, y compris en droit français qui est connu pour être très protecteur des droits fondamentaux, un mouvement qui va dans le sens d'interdiction
initial vers des autorisations. Et on peut se demander si ce mouvement se fait dans un seul sens. Alors, il y a beaucoup d'exemples à cela en droit français. On peut notamment citer le cas des recherches sur les cellules souches embryonnaires qui étaient initialement interdites en France et qui aujourd'hui sont autorisées. Il y aurait peut-être dans ce paysage juridique français une seule exception potentiellement à venir, qui est le cas de ce qu'on appelle communément le bébé médicament, qui est autorisé aujourd'hui en droit français et actuellement au Parlement français, on discute d'interdire à nouveau ces techniques. Alors, cette voie unique, potentiellement unique, amène certains à s'interroger en disant que les débats éthiques ou les moratoires seraient des antichambres à des législations permissives. Alors, pourquoi ces frontières sont repoussées? Eh bien, elles sont repoussées principalement pour soigner des maladies actuellement incurables ou insuffisamment traitées et pour donner à tous les meilleures qualités de vie en santé. Il s'agit d'améliorer les conditions de santé de chacun et d'assurer un meilleur niveau de santé humaine pour la somme des individus. Alors, même si ces frontières sont repoussées pour augmenter l'égalité des chances en santé, les inégalités en santé persistent. Et on peut considérer qu'elles persistent à deux niveaux. D'une part, il y a des limites systémiques dans l'égalité d'accès aux soins. Et ici, l'enjeu principal, c'est celui de l'augmentation du niveau de protection de la santé publique face à la nécessaire maîtrise des dépenses de santé publique et d'autant plus en France, la France étant basée sur un système de solidarité nationale. Il y a de nombreuses frontières juridiques, je ne peux pas toutes les mentionner, j'en mentionne juste une, la fixation du prix et la prise en charge des médicaments, par exemple. Donc, tout cela pour dire qu'il y a de nombreuses limites, y compris lorsque l'on se cantonne au domaine médical. Et ces limites, elles impliquent qu'en droit français, la prise en charge par la solidarité nationale des techniques à finalité qui seraient strictement transhumanistes sont exclues. Alors, on peut se demander si on pourrait éventuellement prendre en charge ces techniques par des assurances privées, et dans ce cas, effectivement, les inégalités seraient accrues. Il est une autre limite à l'égalité d'accès aux soins dans le domaine médical, c'est la rareté de l'offre. Et là, on peut prendre l'exemple des médicaments orphelins. Cependant, cet exemple diffère énormément du transhumanisme. Parce que dans le cas des médicaments orphelins, le marché est non lucratif, il y a une demande, mais il n'y a pas d'offre médicale suffisante, et c'est pour cela que des législations incitatives sont adoptées. À l'opposé, dans le domaine du transhumanisme, le marché est lucratif, il y a à la fois une demande et une offre, et on envisage la législation pour limiter le développement des techniques transhumanistes. Le deuxième domaine où les inégalités en santé persistent, c'est parce qu'on voit apparaître de nombreuses limites aux techniques transhumanistes en ce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Et là, si l'on considère le développement et l'utilisation des technologies transhumanistes pour des individus et les inégalités d'accès qui sont impliquées, cela nous amène nécessairement à considérer la place de ces individus dans la société. Et donc, la place de la personne humaine comme faisant partie d'une collectivité, d'une société. Et là, il est impossible pour l'État et donc par extension pour le droit de promouvoir ces inégalités. Alors, pour ne pas promouvoir ces inégalités, le droit doit-il interdire ou limiter le développement et l'utilisation de ces technologies transhumanistes? Et comment? Il y a deux possibilités qui sont actuellement utilisées en droit français. La première, c'est de protéger le respect de la dignité humaine. Et là, ça a déjà été évoqué, notamment lors de la discussion entre Lina Viliat et Mireille Couston ce matin. Le principe de dignité est un principe directeur, mais qui a une application hétérogène.
Il n'y a pas de définition de la personne humaine afin d'éviter de circonscrire et de limiter la portée du principe. L'action du droit pourrait donc être plutôt sur le terrain de la limitation des inégalités. Une deuxième possibilité qui est utilisée et qui a déjà été évoquée hier et ce matin, c'est le fait de n'autoriser que ce qui est lié à un objectif médical ou thérapeutique. Et c'est notamment le cas en France concernant la prise en charge par la sécurité sociale où l'objectif médical est premier. Mais ici aussi, le problème est que la distinction entre thérapie et amélioration est difficile et elle l'est d'autant plus entre prévention et amélioration. Enfin, il est un exemple où ces deux possibilités sont actuellement appliquées en droit français, c'est la compensation du handicap. Alors effectivement, peut-on utiliser la technique de compensation du handicap pour fonder des limites au transhumanisme? Cela nécessite d'utiliser le concept tridimensionnel du Dr Wood, pour lequel la maladie, le handicap, la vieillesse vont générer des défaillances physiques, psychiques. Ces dernières vont être la cause d'un certain nombre d'incapacités. Ces incapacités vont conduire à un désavantage social, un désavantage d'activité et d'insertion dans la société. Alors c'est sur la base de ce désavantage qu'existe la loi du 11 février 2005, par exemple, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui permet d'évaluer le désavantage sur la base d'un taux d'invalidité, d'un taux d'incapacité, et d'offrir un droit à une prestation de compensation adaptée au projet de vie de la personne, auxquelles s'ajoutent des aides humaines, animales, matérielles, financières, etc. Alors cette notion d'aide, elle est tout à fait centrale. On va prendre une définition qu'en a donnée Pierre Dharréville lorsqu'il était rapporteur de la mission Flash sur les aidants, donc dans un contexte différent, celui de la vieillesse. Aider au sens premier, c'est ajouter, c'est augmenter, accompagner, soutenir, donner, être là pour l'autre parce qu'il en a besoin, être solidaire. Cette générosité est un bien précieux, elle puise au meilleur de l'humanité. Alors l'humanité ici, elle est conçue telle que Margaret Mead a considéré qu'elle pouvait être commencée, en tout cas dans ce qui fonde notre civilisation, à la découverte d'un fémur cassé puis guéri. Elle fonde notre capacité à venir en aide aux plus vulnérables et à leur apporter secours. Est-ce que cette notion d'aide peut être utilisée pour qualifier la défaillance, pour considérer que la situation de handicap, de vulnérabilité nécessite qu'on apporte une aide dans le cadre de la création d'une société inclusive? Et si on se fonde donc sur cette notion d'aide, on peut la questionner pour savoir si elle peut être utilisée pour encadrer l'amélioration de l'homme par les ajouts de matériaux biologiques, technologiques. Elle a un intérêt, en fait, quand on l'utilise dans ce sens, c'est celle de qualifier la déficience que l'on choisit de prendre en charge, que l'on choisit de compenser. Alors, à l'heure actuelle, on peut prendre quelques exemples rapidement. Dans l'aide biologique, il y a l'aide qu'on apporte dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation par un don de gamètes, un don d'embryon, une greffe d'utérus, avec la limite qui est celle de la gestation pour autrui, interdite, parce qu'il ne s'agit plus de compenser mais de se substituer. L'égalité en dignité ne permet pas d'utiliser autrui. Un autre type d'aide, l'aide médicale, notamment dans le cadre, on l'a déjà traité de façon assez approfondie, dans les autres interventions, de maîtriser sa descendance et d'éviter la transmission de maladies héréditaires, notamment avec le diagnostic préimplantatoire, et la question qu'évoquait Aurélie tout à l'heure de la limite du bébé médicament, en tant qu'elle pose la problématique de l'instrumentalisation de la personne humaine et potentiellement penser que les évolutions en cours dans les discussions au sein du Parlement français à l'heure actuelle dans la future loi de bioéthique pourraient permettre de revenir sur une interdiction fondée sur l'égalité en dignité pour interdire donc cette notion de bébé médicament.
Enfin, une troisième aide technologique pour lutter contre la dégénérescence cérébrale, comme par exemple l'implantation de nanoparticules dans le cerveau pour ralentir la maladie de Parkinson. La maladie, là, c'est une interrogation plutôt sur les maux de la vieillesse, du normal ou du pathologique. Il y a une discussion intéressante hier sur le fait de savoir si la vieillesse était normale. Et pour s'inscrire dans ce que vient de dire le docteur Loïc Etienne, la mort fait partie de la vie, donc il faut plus lutter contre les maux du vieillissement et non contre la vieillesse elle-même. L'égalité en dignité nécessite effectivement que l'homme reste mortel, selon nous en tout cas. Donc repenser les enjeux de la compensation face au transhumanisme, c'est se questionner sur les déficiences que l'on va chercher à compenser et surtout pour quels désavantages. Finalement, si nous sommes tous égaux, nous le sommes certainement car nous avons tous des imperfections. Et ce qu'il faut faire disparaître, c'est beaucoup plus la souffrance plutôt que la déficience. Le docteur Etienne le disait tout à l'heure, la maladie est importante, elle a une place dans notre société. Et c'est souvent la société elle-même qui est source de souffrance, particulièrement face au handicap. Donc, pouvons-nous nous servir en fait de nos connaissances, de toutes les connaissances que nous avons déjà listées au cours des nombreux échanges qui ont été les nôtres, pour construire une société inclusive où chaque déficience serait plutôt exploitée comme une force. L'idée est ici finalement de s'interroger sur l'objectif de cette inclusion dans le sens d'un choix de société, un choix de société qui conduirait à compenser tout déficit ou désavantage qui générait une difficulté d'intégration sociale. Et une intégration sociale pensée au sens large de l'individu dans la société, mais également dans l'humanité et plus largement dans l'environnement. Pour conclure, il nous semble important de considérer la personne humaine dans son environnement. Et ici, nous faisons suite aux propos, nous inscrivons dans la continuité des propos de Frédéric Lemarchand hier, puisque cette idée de considérer la personne humaine dans son environnement est promue notamment dans la stratégie One Health par les organisations internationales. Et cela nous amène à considérer l'encadrement du développement et de l'utilisation des technologies transhumanistes en étudiant les liens entre santé humaine à la fois au niveau individuel et collectif, avec la santé animale et l'environnement. Cela nous amène à une conception large de la santé humaine qui se rapproche de la santé environnementale, qui est définie notamment en ce qu'elle concerne également la politique et les pratiques susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Ici, le concept d'âme humain peut prendre tout son sens, puisque c'est l'homme acceptant de perdre de vue qu'il est le centre de l'univers afin d'amoindrir le sentiment de notre éminence. Nous vous remercions pour votre attention.